Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de votre émission. Madame, Messieurs, nous allons nous pencher sur un sujet qui défraie la chronique. Vous le savez, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a annoncé aux religieux la tenue prochaine du dialogue, même si jusque-là, rien n'a encore été fait, aucune signature d'ordonnance présidentielle convoquant ces assises n'a encore eu lieu. Mais c'est un sujet qui nous intéresse aujourd'hui et pour en parler, nous recevons un acteur politique pas le moindre, oui, un haut cadre de l'Union sacrée. Il s'agit de M. Sylvestre Dangdossi. Il est président du regroupement politique Amour du Prochain et de la Patrie Congo, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Christian. Merci d'avoir répondu à l'invitation, à notre invitation. Tout un honneur d'être là. Ça fait pas mal de temps que l'on ne vous a pas reçu. Effectivement. Mais après tout ce temps, nous voilà réunis. Alors, pour cette émission, je vais la co-animer justement avec mon confrère, Monsieur Dan, à qui j'ai dit bonjour également. D'entrée de jeu, Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire d'abord comment se porte votre regroupement politique, l'APPC? D'abord, merci. Je voudrais vous remercier pour l'invitation. Vous savez, l'APPC se porte à merveille. L'APPC initie toujours les actions pour le progrès du peuple et pour la nation. Donc nous nous inscrivons dans cette dynamique de progression, et de développement et surtout dans la vision du chef de l'État. Alors, la PPC, qui est au cœur de l'actualité, vous n'êtes pas en reste, vous vous êtes prononcé sur la question qui défraie la chronique, cette question sur la Constitution. Le président de la République a annoncé aux religieux la tenue prochaine du dialogue après beaucoup de temps. Faut-il dire qu'il a cédé à la pression des opposants? Ben, pas du tout. Peut-être c'est la communauté nationale ou internationale qui n'est pas renseignée. Lors du second congrès de l'Union sacrée de la nation, déjà le président avait soulevé le point en disant qu'il était un homme de dialogue. C'est un pacificateur. C'est quelqu'un qui prône le libre-échange non seulement, mais le vivre ensemble également. Le président était clair en disant que s'il devait y avoir des dialogues avec le démocratique du Congo, cela devrait se faire incessamment avec les filles et fils du pays. Et au moment opportun, il mettrait en place une commission ou encore des acteurs qui vont organiser le dialogue. Donc, le président avait dit depuis le second congrès de l'Union sacrée de la nation. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps? On a comme eu l'impression qu'il faisait sourde oreille aux revendications des opposants. Non, et il faudrait aussi préciser une chose. Le président n'a pas organisé le dialogue pour les opposants ou encore sous la pression des opposants. C'est une volonté manifeste de rassembler les filles et fils du pays autour d'une table pour parler développement, sécurité et d'unité nationale. Alors sur ce point, il n'y a pas un timing, il n'y a pas un temps qui est défini pour organiser le dialogue. Et là, ce n'est qu'une volonté manifestée. Il y aura tout un processus, toute une organisation pour que cela devienne une réalité. Donc pour l'instant, qu'il n'y ait pas de ferie, c'est la volonté manifeste du président, comme cela a été toujours, de rassembler les filles et fils du pays autour d'une même table. Mais président, il n'y a jamais rien pour rien, il n'y a pas de hasard. On tient compte du contexte dans lequel le président annonce ce dialogue. C'est au moment où l'opposition projette des manifestations et on voit le président annoncer le dialogue. Eh bien, ce n'est pas la première manifestation de l'opposition. L'opposition a toujours eu le droit, et pas que l'opposition, c'est-à-dire les Congolais que nous sommes, nous avons le droit, garanti par la Constitution, de manifester pacifiquement. Et si un camp, que ce soit le pouvoir, la majorité présidentielle ou l'opposition souhaiterait manifester, il n'y a pas de quoi à y relier le chef de l'État. Mais c'est une manifestation. Alors cela peut être semblable à des yeux doux, mais croyez-moi, ce n'est pas le cas. Alors, à quand la convocation du dialogue? On a attendu la signature de l'ordonnance, elle n'arrive pas. Pourquoi ça traîne? Mais c'est là où vous me rejoignez. Vous comprenez qu'il s'agit de la volonté manifeste du chef de l'État, qui est le garant des institutions étatiques de notre pays. Et au moment opportun, le président mettra en place une commission, peut-être avec l'Église catholique et les autres églises,
à pouvoir organiser le dialogue conformément aux textes et aux lois de la République, à travers son ordonnance que lui seul a les prérogatives étatiques de pouvoir prendre sans pression ou avec l'avis ou sans avis de qui que ce soit. Alors moi, je poserai peut-être ma première question sur les participants. Okay. Qui pensez-vous qui peut prendre part à ce dialogue? D'abord, le premier critère n'est pas un mystère, c'est qu'il faudrait être congolais ou congolaise et avoir la légitimité, jouir intégralement des lois et de ses prérogatives en tant que citoyen. Voilà. Et le reste dépendra des critères que la commission qui sera appelée à mettre en place publiera. Et ceux qui seront dans ces critères se verront au dialogue et ceux qui seront exclus ne seront pas exclus par une volonté manifeste, mais seront exclus à cause des critères qui seront définis. Donc, souffrons tous d'attendre et de voir ce que l'ordonnance et aussi la proposition du groupe qui constituera cette commission mettra en place pour que le commun des mortels puisse connaître la vérité. Verrez-vous d'un mauvais œil les Congolais qui ont pris les armes autour d'une table également? Ce serait une bonne ou une mauvaise décision? Bon, vous savez, il faut d'abord identifier ces Congolais qui ont pris des armes contre la République. Jusqu'à preuve du contraire, nous savons que nous sommes agressés par un mouvement rebelle appartenant au Rwanda, donc des Rwandais qui se sont déguisés en Congolais pour pouvoir attrister la patrie. Alors, si éventuellement il faudrait qu'il y ait dialogue, il faut une identification, savoir qui a pris les armes contre la République et que disent les lois internes de la ville démocratique du Congo. Parce qu'il faudrait comprendre qu'aucun dialogue n'est au-dessus de la Constitution ou encore des lois étatiques de la ville démocratique du Congo. C'est sur base de la juridiction qui établit notre nation que nous allons définir les termes et lois du dialogue. Donc s'il y a des Congolais qui auraient pris des armes contre la République, je pense qu'ils seront identifiés. Et si les lois de la République interdisent que des criminels puissent venir parler au nom des Congolais, ils seront aussi sanctionnés conformément aux tests et aux lois de la République. Par rapport aussi au cahier des charges, quelles sont les matières que nous pouvons aborder dans ce dialogue? Bon, vous savez, il y a plusieurs observations, comme tout acteur politique ou encore même de la société civile, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, a une vision pour le pays. Le cas d'espèce de la PPC, nous avons dit oui au changement de la Constitution. Et si la PPC participerait à ce dialogue, nous allons poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait du oui de la PPC. Parce que nous sommes un État démocratique. Lorsqu'il y a des gens qui disent non, et qu'il y a également ceux qui disent oui, et qu'est-ce qu'on fait de cela? Et cette question devait être abordée au dialogue également. Alors, on sent que vous insistez sur l'inclusivité. Vous êtes d'accord que les Congolais, même ceux qui ont pris les armes, il faut bien les identifier. Absolument. Mais lorsque le porte-parole du gouvernement prend la parole, M. Patrick Muyaya, pour énumérer des conditions qui doivent être remplies par les participants, il faudrait, d'après lui, nommer l'agresseur. Est-ce que ça ne met pas en mal l'inclusivité dont il est question? Oui, ici, il faudrait ressortir la nuance. Le porte-parole du gouvernement parle en tant que porte-parole du gouvernement ou en tant que citoyen congolais. Parce que la décision qui pourrait être prise en compte par le peuple congolais issu du porte-parole du gouvernement devait être sanctionnée par un conseil des ministres. Est-ce que, après le conseil des ministres, le conseil a demandé au porte-parole de s'exprimer en des termes clairs en proposant des conditions, ou c'est le citoyen congolais qui jouit de tous ses droits? Et il engage le gouvernement, Monsieur le Président. Oui, c'est là la nuance. Ou est-ce le citoyen congolais à qui on ne peut retirer ses droits, ses devoirs, qui s'exprime avec toute la notoriété congolaise qu'il est dû? C'est là la nuance. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, le gouvernement n'a pas défini, ou le président de la République n'a pas sorti d'ordonnance qui définit clairement les conditions qui devaient être réunies par X ou Y pour pouvoir participer au dialogue. Donc je pense que M. Muyaya s'est exprimé en tant que concitoyen congolais, ce qui est un droit naturel
pour tout Congolais. Alors, vous entendre parler, il faudrait également parler de la question de la Constitution, mais à entendre certains leaders de l'opposition, je les cite, Delis et Sanga, c'est la ligne rouge. Ils ne sont pas d'accord avec le fait qu'on doit parler du changement de la Constitution pendant le dialogue. Permettez-moi d'utiliser la majorité socratique, c'est-à-dire la réflexion à haute voix en passant par les questions pour trouver des réponses. Lorsqu'il parle de ligne rouge, qu'est-ce qu'il défend? La Constitution actuelle. Nous sommes d'accord. Oui. Cette Constitution qu'il défend, comment est-ce qu'elle est devenue une Constitution? N'est-ce pas des Congolais qui se sont réunis et ont décidé, en fonction du temps, du moment et des réalités, d'adapter la nation, d'adapter les textes de la nation à une Constitution donnée? Si nous voyons qu'aujourd'hui, 10 ans, 20 ans plus tard, même 30 ans plus tard, même 100 ans, que les réalités actuelles ne correspondent plus au texte qui constitue notre République, c'est tout à fait naturel que nous puissions demander à ce qu'on puisse changer les textes ou changer carrément la Constitution. Alors, je vais répondre à cette question de façon scientifique et juridique. Oui. En droit constitutionnel, nous avons deux types de pouvoirs. Le pouvoir dérivé, où la Constitution elle-même érige les articles de sa révision. Le nôtre, c'est en ces articles 218 et 220. Et le pouvoir originaire, celui qui émane du peuple et qui n'est pas limité, c'est en son article 5 de notre Constitution. Et le pouvoir originel a toujours le dessus sur le pouvoir dérivé. Allant de ce principe, je me pose la question de savoir sur quel fondement juridique, scientifique, l'opposition peut se baser pour pouvoir animer un tel débat. Monsieur le Président, la crainte de l'opposition, c'est que si on change, ça veut dire qu'on touchera à l'intouchable. Certains articles qui pourraient prolonger le mandat du président, c'est là la crainte de l'opposition. Mais c'est là aussi la question devient intéressante. Quand on parle d'intouchable, qu'est-ce qui est intouchable? La Constitution congolaise, en ses articles 218, nomme clairement les conditions de révision. Et si nous allons au-delà de la révision, nous avons l'article 5 qui est clair, que le pouvoir émane du peuple. Tout pouvoir émane du peuple et que le peuple est souverain. Et l'article va encore loin en disant que le peuple exerce soit par voie de référendum ou par élection ou même par ses représentants. Alors, l'article 5 prend le pouvoir sur l'article 220 et 218 parce que ça, c'est le pouvoir originel. Et nous venons de le voir sur la base juridique qui fonde la Constitution. Il n'y a que deux pouvoirs constitutionnels, le pouvoir dérivé et le pouvoir originel. Donc, allant de ce principe, vous comprenez clairement que nous n'allons même pas entrer dans le débat de qu'est-ce qui est touché, qu'est-ce qui non. C'est le respect des textes qui prime. Et le peuple est souverain. Si le peuple décide d'aller au référendum, de changer la Constitution, excusez-moi de le dire, il n'y a pas un Dieu dans l'espace qui est plus supérieur que le peuple congolais. Quelle est votre lecture de l'article 220 de la Constitution? Très bien. L'article 220, d'abord, émane du pouvoir dérivé, c'est-à-dire l'article 220 est relié à l'article 218, qui parle de révision, et en article 220, il parle du verrouillage, comme du mandat du président de la République, de certaines décisions étatiques, de ne pas aller au-delà de 2 mandats au respect de la Constitution. Mais là, c'est le pouvoir dérivé. Ça n'a aucun effet sur le pouvoir originel qui appartient au peuple. Parce que c'est le peuple qui a écrit cela. Et si le peuple décide de pouvoir changer la Constitution, il n'y a pas autre mystère que d'aller au référendum. Et il y a une loi même qui venait d'être établie sur la base de l'article 5 du pouvoir originel. Et en allant même de la jurisprudence des États comme en 1958 en France, ou même en 2014 en Tunisie, ou en 1996 en Afrique du Sud. Donc il y a déjà des tests qui sont déjà établis et nous connaissons le fond, la forme, mais c'est juste la volonté politique qui refuse d'admettre la droiture du droit et aussi la précision de la science juridique. Que faut-il nécessairement changer? Qu'est-ce qu'il faut essentiellement changer dans cette Constitution? Très bien, ça c'est une très belle question. Je sais que cette question revient toujours
Et c'est là où je vais éclairer l'opinion. Vous savez, quand nous prenons la Constitution actuelle, je vais commencer par les dernières pages. De l'article 223 jusqu'à l'article 225-26. Au niveau de l'article 223, on parle encore des institutions de la transition, s'il vous plaît. Et on parle même de la constitution. Cette constitution est de transition. Au sein de cette constitution, vous pouvez la lire si vous avez les articles. L'article 223, 224 jusqu'à 225. Est-ce que, sans couleur politique, même journaliste que vous êtes, nous avons encore des institutions de transition dans ce pays? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, naturellement, un Congolais de la diaspora ou des enfants qui sont au niveau des primaires, que ce soit au Congo ou bien dans d'autres États, qui lisent cette constitution, pensant qu'il y a des institutions de transition démocratique du Congo, alors qu'il n'y en a plus. Donc, nous acceptons sciemment d'erroner des données et de présenter ces tests comme des tests fondamentaux de notre pays. C'est-à-dire la mère patrie, qui est la Constitution, est biaisée. C'est-à-dire qu'il y a des tests à l'intérieur qui ne s'adaptent plus à la réalité de notre pays. Donc d'abord, ce sont des dispositifs à élarguer purement et simplement parce que ça ne fait pas honneur aux juristes et scientifiques et au nombre d'intellectuels que comporte la République démocratique du Congo. Nous allons là, au niveau de l'article 225, je prends 226, où la Cour suprême est d'actualité. Et l'article dit qu'en attendant la mise en place de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation et du Conseil d'État, que la Cour suprême joue le rôle de ces trois cours. Mais aujourd'hui, en 2026, nous avons la Cour constitutionnelle, nous avons la Cour de cassation, nous avons le Conseil d'État. Comment est-ce que vous allez convaincre un Américain ou un Vietnamien, voilà, qui n'a jamais mis pied au Congo, mais qui lit cet article et sachant dans sa tête qu'en 2026, nous n'avons que la Cour suprême au Congo, alors que cette Cour n'existe plus. De vous à moi, je prends le peuple à témoin. Est-ce que vous pensez que de tels articles doivent demeurer encore dans notre Constitution? Je ne pense pas. En toute sincérité, je ne pense pas. Et nous prenons aussi le cas d'espèce de l'article 10 de la Constitution. La nationalité. La nationalité. Que dit cet article? L'article dit que la nationalité congolaise est une inclusive et qu'elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. Dans l'esprit du test, nous comprenons la fermeté. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que demain, nous nous retrouvions avec une nationalité qui puisse concurrencer et venir prendre des élections et tout. Nous sommes d'accord. Mais permettez-moi de poser une question à haute voix. Lorsque nous avons été au mondial, avec combien de joueurs congolais d'origine congolaise sans autre nationalité que nous sommes allés à la Coupe du Monde? Le commun des mortels, où les sportifs me diront non, ça c'est la nationalité sportive, mais écoutez, toute loi, je dis bien toute loi, qu'elle soit sportive, culturelle, ou même de l'UNESCO, quoi que ce soit, doit se conformer aux lois internes d'un État. Permettez que je vous arrête un peu. Oui. Les articles que vous évoquez sont des articles qui appellent plutôt à révision, pas au changement. C'est là où je vais chuter. Oui. C'est-à-dire que nous sommes en cours d'analyse. Parce qu'il ne faudrait pas conclure sans qu'il y ait un développement ou une introduction. Le peuple doit comprendre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire, en prenant d'abord cet article, nous souhaiterions qu'il y ait amendement. Et que demain, nous puissions bénéficier d'un Congolais de diaspora qui a eu à étudier peut-être l'aéronautique, où nous avons des problèmes d'avion, qui a étudié peut-être à la NASA, où on peut avoir des satellites purement congolais. Mais comment allons bénéficier de ce savoir si nous n'arrivons pas à aller en ouverture d'esprit et en ouvrant quelques articles permettant que nous puissions avoir notre nationalité, bien sûr, mais également permettre aux filles et fils de la diaspora de rentrer avec l'expertise et d'accompagner le pays. Et je vais descendre au niveau de l'article 69. C'est là que les choses deviennent très sérieuses. Des prérogatives du chef de l'État. Quand je pose ou que nous posons une question simple à un Congolais, même je peux vous la poser parce que vous faites partie du peuple,
bien vrai que ce n'est pas mon rôle, mais c'est une maïeutique socratique. Sur quelle base vous pouvez élire un président de la République en RDC? D'autant plus que l'article 69 parle des prérogatives. C'est-à-dire que le président de la République est le garant des institutions, assure l'arbitrage, tout ce qui va avec, mais n'a pas un pouvoir d'exercer un programme gouvernemental. Donc, si nous allons loin, tous les présidents, en tout cas issus de cette constitution, n'ont présenté aucun programme sur base duquel ils ont été élus. Parce que si un candidat dit qu'il a eu à présenter un programme, nous allons le ramener à l'article 69. Nous dirons, monsieur le président, monsieur le candidat, cela ne fait pas partie de vos prérogatives. Alors, monsieur le président, à vous entendre parler, on sent qu'il y a de la matière, vous avez des propositions à faire, mais si on venait à revoir toute la Constitution, à la changer intégralement, est-ce que l'UDPS ne sera pas en train de faire ce qu'elle a refuté hier, finalement? Qu'est-ce qu'elle a refuté hier? Parce que quand il y avait des réformes constitutionnelles à l'époque, on a vu que le parti de l'opposition, l'UDPS à l'époque, n'était pas d'accord. Est-ce que si jamais aujourd'hui il y a un changement total de la Constitution, ça veut dire que c'est retour à la case départ, un nouveau mandat pour le président, est-ce que l'UDPS ne sera pas en train de faire ce qu'elle a refuté hier finalement? Mais je voudrais souligner une chose. L'UDPS n'est qu'un parti parmi tant d'autres. L'UDPS n'est pas le représentant officiel du peuple congolais. Le peuple ne se définit pas en l'UDPS. Donc, et l'UDPS est un parti politique qui peut avoir des positions politiques hier et les changer aujourd'hui en fonction de l'idéologie ou du climat politique. Mais là, nous parlons d'une question de souveraineté, d'une question qui embrasse les générations futures. Aujourd'hui, la question de la guerre tombe à point nommé finalement. Ben, nous allons y répondre. C'est un justificatif? Non, nous allons y répondre. C'est-à-dire, je termine avec ce dossier de l'UDPS. Si l'UDPS, par son idéologie politique, s'était opposé hier au changement de la Constitution, la PPC n'a jamais tenu cette position. D'autres concitoyens du peuple n'ont jamais tenu cette position. Et c'est là la douceur et le bonheur de la démocratie. C'est de mettre le peuple devant ces réalités et de nous poser la question de savoir si nous voulons qu'il y ait changement ou pas. Allons au référendum. Et là, nous saurons qui dit oui, qui dit non. Et la démocratie, le peuple va s'exprimer. Et si on empêche même au peuple de prendre parole et qu'un groupe d'individus qui s'autoproclament porte-parole du peuple, ne sait pas quel mécanisme, refuse la réflexion du peuple de pouvoir s'exprimer. Là, ça devient une autre démocratie qui veut l'inventer. Vous parlez du référendum. Absolument. S'il doit y en avoir, c'est sur l'ensemble du territoire. Au moment où nous vous parlons, il y a une grande partie de notre pays qui est sous occupation. Est-ce possible dans le contexte actuel? Bien sûr. Et c'est là qu'il faut c'est pas une sensibilisation, mais il faudrait ramener la classe politique, non seulement politique, même scientifique, à comprendre d'abord les deux sujets. Lorsqu'on parle d'un référendum, est-ce que dans cette constitution que nous avons, il est écrit noir sur blanc que lorsqu'un territoire de la République démocratique du Congo est occupé, on ne puisse pas organiser un référendum? C'est écrit nulle part. Le référendum... Ah, c'est nulle part, ça c'est vrai, hein, monsieur le Président. C'est écrit nulle part. C'est nulle part. Alors que la Constitution, en son article 5, donne le pouvoir au peuple d'établir une loi sur le référendum. Et l'Assemblée nationale, qui est une représentation du peuple, vient d'élaborer une loi, une proposition de loi sur le référendum. Alors, si on organise un référendum, cela s'applique à tout le monde et dès même en droit constitutionnel. Lorsqu'on organise un référendum bien organisé, sans amalgame et qui est promulgué, représente toutes les couches, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas voté, ceux qui se sont désistés
et même ceux qui ont été empêchés de voter. Pour que les gens comprennent clairement, c'est comme une loi qui passe à l'Assemblée nationale par les parlementaires. Que vous soyez parlementaire ou pas, cette loi s'applique pour l'ensemble du peuple et même pour ceux qui n'ont pas voté, les parlementaires qui ont fait voter cette loi. Vous comprenez la profondeur? Alors c'est pour dire qu'il faudrait qu'on arrête d'inventer des choses, de mettre des tests qui n'existent nulle part dans la conscience et le subconscient du peuple congolais. Un référendum organisé légalement en République démocratique du Congo, sans les régions qui sont occupées, est valable pour tout le peuple congolais. Il y a une jurisprudence. En 1958, en France, il y a une partie qui était occupée. Récemment, en 2014, en Tunisie, vous allez revoir l'histoire. Et même en 1996, le voisin ici, l'Afrique du Sud, c'était pareil. Alors, sur base de quoi nous allons nous fonder s'il n'y a pas de test interdisant le pourquoi et refuser au peuple de s'exprimer? C'est un faux débat. Est-ce qu'on a des moyens pour ça? Pour organiser les référendums? Là, nous entrons dans le contexte. Pratiquement une élection, oui. Ce sont des élections. Mais là, maintenant, nous entrons dans un contexte matériel. Il faudrait que la CENI puisse être saisie, mais qu'on laisse au moins le temps à la CENI de s'exprimer quant à ce dossier, mais qu'on ne refuse pas la faisabilité juridique alors que cela est permis. Alors, Président, on a vu le Burundi s'inviter aussi au débat. On connaît la double qualité du président actuel du Burundi, qui est aussi président de l'Union africaine. Absolument. Est-ce qu'il y a-t-il un lien entre la rencontre qu'il a eue avec les opposants et l'annonce du dialogue? Parce que on a vu que juste au retour des opposants, quelques jours après, le président a annoncé le dialogue. Est-ce qu'il y est pour quelque chose, le Burundi, ou le président de l'Union africaine? Bon, je pense que d'abord, le président de l'Union africaine, l'Union africaine a pour mission de pacifier l'Afrique, d'éviter les conflits et de veiller au bon vivre des peuples africains, en particulier celui des peuples congolais, parce que ça fait ses prérogatives. L'opposition congolaise fait partie du peuple africain. Et le président Ndayishimiye est président de l'Union africaine en exercice. Alors, il n'y a aucun scandale à ce que le président de l'Union africaine puisse inviter des opposants qui sont des Africains pour parler développement et peut-être les ramener à la raison et les faire comprendre qu'ils doivent cesser de jouer le jeu de l'ennemi et de revenir avec de meilleurs sentiments pour le développement de leur pays. Alors, associer la visite de l'opposition au Burundi et la décision du chef de l'État, je ne pense pas, parce que le président de la République, qui est une institution étatique de la République, ne répond qu'au test de la République démocratique du Congo sans ingérence d'autres nations ou qui que ce soit. Ça peut être une coïncidence et nous pensons que tel est le cas. Alors moi je poserais plutôt la question sur la médiation. La médiation, Senko, ECC, toutes les confessions religieuses. Ouais. Qui peut piloter ce processus? D'abord, l'ordonnance du président de la République. Que ce soit l'ECC, la Senko, nous les remercions parce que vouloir la paix fait partie même des valeurs de l'Afrique. Discuter sous un arbre sont même les fondements et le principe des Africains. Maintenant, la seule personne qui a habilité de convoquer le dialogue en République démocratique du Congo, c'est son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ne pas le citer, M. Félix Antoine Tshisekedi. Par son ordonnance, nous saurons qui est associé, pour faire quoi et comment est-ce qu'il le fera. Donc souffrons un tout petit peu. Mais votre souhait, oui. Parce que ce dialogue doit rassurer tout le monde. Absolument. Vous souhaiterez que ce soit qui? Mais je ne vais pas par deux chemins. Je reviens à l'article 69 de la Constitution, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. C'est le président de la République. C'est lui qui est l'unité du peuple congolais. Que nous le veuillons ou ne le voulions pas, c'est le chef de l'État, c'est lui qui nous représente. Alors son ordonnance fait foi et prouve à suffisance que voilà, le président décide que X, Y puisse apporter son expertise, mais sous son leadership. Ça, il faut le souligner. Donc c'est le seul qui puisse réunir les Congolais, les Congolaises autour d'une table pour discuter nation. Quel est le garant des institutions? Sur base de l'article 69.
Alors, la Senko et les CC, permettez que j'insiste là-dessus, Absolument. ont été reçus par le président. Ils ont annoncé que le président veut convoquer un dialogue national inclusif. Est-ce que les deux confessions religieuses, ou même toutes les confessions religieuses, peuvent bien piloter ce processus et rassurer toutes les parties prenantes? C'est tout à fait possible, d'autant qu'ils sont apolitiques. Et lorsque vous avez une couleur politique, même si vous êtes honnête, vous avez l'intégrité ou la notoriété intellectuelle ou scientifique, déjà avec une couleur, X se réclame de Y, Y se réclame de X. Mais je pense qu'en toute sincérité, l'Église, selon les normes, si vraiment elle est au milieu du village, elle pourra rassembler tout le village et que la paix puisse revenir. Puisque ce n'est pas leur décision, c'est la décision du président de la République qui les a appelés, c'est-à-dire le chef de l'État a jugé bon qu'ils sont assez apolitiques et que chacun, que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, nous sommes tous des croyants et que nous pouvons échanger à travers l'Église catholique ou encore les CC ou les autres confessions sans problème. Ils se sont prononcés pour dire que ils ne trouvent ni opportun, ni nécessaire, ni important aujourd'hui de pouvoir changer la Constitution. Oui. D'ailleurs, ce changement risque de consacrer la balkanisation. Oui. Le Congo aura deux constitutions, de l'autre côté, ici. Alors, vous faites confiance, vous pouvez faire confiance à une confession qui s'oppose fermement à la volonté de votre famille politique de changer la Constitution? D'abord, vous venez d'énumérer quelque chose qui passe chaque jour et que l'on laisse passer. Je ne vais pas le laisser passer, je vais éclairer l'opinion là-dessus, sur la balkanisation, ou sur une double nationalité, double constitution. Vous savez, le droit constitutionnel, à travers la charte de l'Organisation des Nations Unies, en son article 2, dit quoi? Que tout État est libre, vous pouvez voir, est libre d'organiser, d'ériger sa constitution conformément à ses réalités. C'est pour dire quoi? Le Nord Kivu et le Sud Kivu font partie intégrante de la République démocratique du Congo. Aucune réforme, aucun référendum ne peut détacher ces deux provinces sans un référendum national sur la sécession. Parce que la balkanisation, c'est aussi un référendum. C'est comme il faut qu'il y ait sécession ou qu'il y ait définition à nouveau de nos frontières. Donc, en droit international, seule la République démocratique du Congo peut, en tant qu'État, peut organiser un référendum. Donc, aucun rebelle, que ce soit au nord, qui ne peut se réveiller un matin, consulter localement les habitants du nord qui veut dire c'est impossible. Non seulement ça sera un non-lieu aux yeux des lois internes du Congo, mais stérile au devant du droit international. Donc c'est impossible qu'il y ait référendum et qu'il y ait balkanisation. C'est impossible juridiquement, je vous le répète, c'est impossible. Alors ce qui est impossible, nous ne pouvons même pas le prononcer, c'est impossible. Maintenant, parlons de la volonté de l'Église. Mais l'Église catholique ou encore les autres confessions religieuses sont également opposées. Vous avez cité la CENCO et les CC qui disent non par rapport au changement de la Constitution. Mais il y a l'Église de réveil qui ont des millions de fidèles qui sont congolais, qui disent oui, qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'il faut aller au dialogue, mettre les questions devant le peuple, aller au référendum et permettre au peuple de pouvoir s'exprimer, soit par le oui ou par le non. Il n'y a pas un autre mécanisme pour pouvoir amener la paix au Congo. Alors, Monsieur le Président, dialogue pour les postes ou dialogue pour traiter de cette matière liée à la guerre dans l'est du pays, parce que la population reste à l'attente de la paix qui traîne à revenir. Aujourd'hui, les rebelles occupent cette partie du pays, Goma, Bukavu, depuis pratiquement 2 ans, on va dire. Monsieur le Président. Absolument. Vous savez, nous avons eu une culture du refaire, faire et refaire. C'est-à-dire, permettez-moi la tautologie, les esprits d'hier,
sont devenus rebelles aujourd'hui ont démontré à la face du monde qu'en réalité, ils étaient juste des rebelles habillés de façon étatique. Je m'explique. Nous avons eu combien de dialogues dans ce pays? Et quelle a été l'issue de ces dialogues? D'où la question. Dialogue pour des postes. Elle est légitime. Il y a eu Sun City, Monsieur le Président, dans les années 2000, Oui. qui a débouché sur des postes. Edem Kounjo nous a aidé également à travers sa médiation. Absolument. Après ce dialogue du centre interdiocésain, il y a eu également des postes. Est-ce qu'il faut s'attendre à des postes pour que finalement la problématique de l'insécurité demeure toujours dans l'Est? Le contexte diffère. Moi, je ne parlerai pas de postes, mais des responsabilités. Si au dialogue, nous arrivons au que et on détecte une nouvelle classe congolaise, parce que le dialogue est inclusif. Et tout le monde sera au dialogue pour parler pays avec un cahier de charges. Si au cours du dialogue, il y a eu détection d'une nouvelle classe congolaise ou des acteurs politiques congolais à qui l'on pourrait confier des responsabilités, peut-être dans le domaine de la défense, la sécurité, ou même aux affaires étrangères, pour ramener la paix, la cohésion. Vous pensez que ces responsabilités ne leur seront pas attribuées? Je pense que si vous méritez une responsabilité étatique pour amener à bon port votre nation, elle vous sera accordée. Maintenant, s'il faudrait y aller, parce qu'on pense que Y fait beaucoup de bruit, il faut lui donner tel poste, je vais peut-être les décevoir. Le temps est révolu. Ce temps est révolu. Et le président de la République est issu d'une élection dont il est majoritaire. Il n'organise pas le dialogue pour un gouvernement, mais il organise le dialogue pour trouver des solutions aux problèmes congolais. Et à l'issue... C'est une précision de taille, Monsieur le Président. Absolument. À l'issue de ces échanges, de cette détection, de propositions d'idées, de solutions, si le président détecte des oiseaux rares qui peuvent apporter un plus à la nation, c'est tout à fait légitime et normal, en tant que président de la République, de pouvoir les confier des responsabilités. Ça, c'est ce que je peux souligner par rapport à la question. Alors, les rebelles, eux, ne veulent pas y participer. Est-ce que la question de l'inclusivité doit toujours être de mise? Cette question me fait beaucoup sourire. Pourquoi? C'est comme un monsieur qui habite un quartier. Permettez-moi d'utiliser cette ironie pour pouvoir sortir le contexte. C'est comme un monsieur qui habite un quartier et qui entend qu'il y a peut-être une manifestation dans telle parcelle. Et sans être invité, sans être saisi officiellement de participer à l'événement, déjà sur la toile, moi je ne viendrai pas. Mais qui vous a invité? Qui a adressé une invitation aux rebelles ou aux groupes armés? Personne. Alors, sur base de quoi? Sur quel fondement même personnel, moral, en tant qu'individu d'abord, être humain, de se prononcer sur une question où vous n'êtes même pas saisi ou invité? Alors nous avons compris... Même s'ils ne sont pas invités, ils sont concernés parce que c'est eux qui occupent l'Est. Écoutez, si c'était qu'une question d'être concernés parce qu'ils occupent l'Est, ils allaient être à Kinshasa. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas à Kinshasa? C'est parce qu'il y a une résistance farouche de nos armées et qu'il y a du feu qui les poursuit, qui se sont retranchés dans les montagnes. Et ils ont essayé une aventure d'approcher, ils ont été foudroyés par les FARDC. Donc, ce n'est pas une question de force, mais c'est une question de paix. Si le président de la République décide de les inviter, ce serait dans l'intérêt suprême de la nation. Et non parce qu'ils sont forts ou parce qu'ils occupent telle nation, non. La guérilla a toujours fait mal que la guerre. Parce que quelqu'un qui pratique la guérilla sort brutalement, retranche la tête, crée la panique et s'enfuit. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Si nous allons dans un combat conventionnel et qu'on dise que les rebelles sortent des villes qui détiennent et qu'il y ait affrontement avec les FARDC, mais écoutez, ça serait de la poudre à canon, ils ne peuvent pas résister. Mais ils utilisent des concitoyens comme cobayes. Le peuple de Goma, de Bukavu, avec qui nous partageons cette tristesse, comme des boucs émissaires pour se cacher et parler à haute voix devant les médias. Donc la République n'est pas faible,
C'est juste que nous tenons à nos filles et fils qui sont dans ces zones que ces, permettez-moi de le dire, ces voyous détiennent contre la volonté de ces peuples-là. Raison pour laquelle nous prenons la paix avec des stratégies pour que la République ne puisse pas perdre ses filles et fils à cause des actes qui sont posés par... C'est hors la loi. Alors, dialoguer pour brasser, encore, mixer ou pas? D'après vous, quel est le point de vue de l'APPC? D'abord, nous sommes des nationalistes et nous sommes des patriotes. Nous avons posé les jalons en demandant qu'on puisse identifier qui sont ceux qui sont congolais et ceux qui ne le sont pas. Je vais vous dire une chose. Vous voyez, cette rébellion, sans l'apport du Rwanda, c'est une coquille vide. D'autant plus que le président rwandais, récemment au sommet du FPLCC, venait de le dire, oui, que si éventuellement le M23 arrivait à disparaître, c'est le Rwanda qui disparaîtrait. C'est vrai, il a dit. Et c'est pas moi, Sylvestre Dansi Makambo, qui le dit, mais c'est lui qui a eu à le dire. Ça prouve que ce n'est pas des rebelles. Nous luttons, nous nous battons contre un agresseur qui est le Rwanda. Alors, si l'agresseur rentre chez lui, est-ce que nous verrons des Congolais qui font partie des armées, de l'armée rwandaise? Je ne pense pas. Donc, il ne peut même pas avoir brassage parce que ces gens ne sont pas les nôtres. Ce sont des agresseurs. Et quand ils retourneront chez eux, il n'y aura plus personne pour entrer et venir demander un poste ou encore dans l'armée où que nous puissions les placer de façon sécuritaire. Est-ce que le président de la République est franc dans sa démarche? Est-ce qu'il est sincère en annonçant le dialogue? Parce qu'on sent que certains opposants restent encore réservés. Ils ne croient pas trop en la franchise du président qui aurait, d'après eux, une carte à jouer derrière cette démarche. Est-ce qu'il y a-t-il la sincérité dans la démarche politique du président Félix-Antoine Tshisekedi? Mais l'homme le plus sérieux de la République démocratique du Congo, c'est qui? Quelle institution engage le Congo en premier ressort? Sera-t-il par exemple prêt à concéder sur la question de la Constitution face à l'opposition? D'abord, c'est là que la question devient intéressante. Mais ce n'est pas le président de la République qui érige une constitution. La constitution émane de la volonté souveraine du peuple en son article 5. Quand on nous pose la question de savoir si nous disons oui ou non par rapport à la constitution, et le président ne fera que constater, comme tout autre organe, toute autre institution, la volonté populaire du peuple. Et quand nous mettons à cet exercice, nous la PPC, nous insistons là-dessus. Et nous n'allons pas laisser passer cette affaire. Personne ne peut se revendiquer congolais qu'un autre Congolais. Vous dites non, il n'y a pas de problème, c'est la démocratie. Nous disons oui. Qu'est-ce qu'on fait du oui que nous autres nous disons? Est-ce qu'il faudrait les larguer? Là, ça ne serait plus la démocratie, ça serait la tyrannie. Ou encore un État, je ne sais pas, ou l'omerta. Mais si nous avons la démocratie, si nous avons le respect des tests, il faudrait que le oui et le non puissent être mis devant la table et qu'on demande au peuple souverain de faire un choix. C'est plus simple que ça. C'est pas compliqué. Est-ce que ce changement devrait toucher au nombre, à la durée des mandats du chef de l'État? Oui, nous personnellement, en tout cas, moi je pense que cela n'a rien à voir même avec la couleur politique. Nous pensons qu'il faut passer d'un mandat de 5 ans à un mandat de 7 ans. Et qu'il faut supprimer le poste de Premier ministre. Oui, parce que nous n'avons pas atteint la maturité politique pour avoir un Premier ministre issu de l'Assemblée nationale. Si nous allons aux élections, c'est ce que je disais de premier abord, et que le président de la République est élu, il est élu sur base de quel programme, comme ils le disent? Parce que la Constitution est claire que c'est le Premier ministre qui met en place le programme du gouvernement et qui propose un programme pour la nation. Et ce Premier ministre est issu de l'Assemblée nationale. Si nous allons aux élections et que vous, en tant que président de la République, vous n'avez pas la majorité comment on appelle, parlementaire, et vous nommez un informateur qui échoue après les 30 jours, et que vous renouvelez et toujours l'opposition est majoritaire, nous allons entrer dans un gouvernement de cohabitation. Alors, moi je suis, ou vous êtes élu président de la République, et un opposant vient mettre en place
son programme de gouvernance. Est-ce que le peuple l'a voté ou le peuple vous a élu? Pour éviter ce problème institutionnel qui ralentisse même le développement du pays, nous pensons qu'il faudrait que le président de la République soit le chef du gouvernement et qu'on puisse supprimer le poste de Premier ministre. Comme ça, lorsqu'il y a une situation sociale qui ne marche pas, que l'on puisse poser la question directement au chef du gouvernement, qui est en même temps le chef de l'État. Et que tout candidat présidentiel puisse présenter un programme en tant que candidat et qu'il dise, bon, quand je serai au pouvoir, voici ce que je ferai comme programme en tant que chef de gouvernement et que le peuple puisse l'élire sur base de ce programme. Sinon, nous allons continuer à vivre dans un pays où il y a des ralentissements administratifs, il y a X, Y qui ne veut pas ça, alors que nous pouvons mettre le chef de l'État, le chef du gouvernement en une seule institution. Quelle est la résolution concrète pour un Congolais ordinaire, l'utilité pour un Congolais ordinaire du changement de constitution? D'abord, c'est le fonctionnement de l'État. Le fonctionnement d'abord de l'État émane de la Constitution. Je m'explique. Le Congolais ordinaire dont vous parlez, c'est le peuple. Le peuple crée la Constitution. La Constitution crée les institutions. Et les institutions créent ceux qui les exercent. Vous voyez le lien? C'est-à-dire, sans ce peuple-là, on ne peut pas avoir de Constitution. Je prends un cas d'espèce. Parlons du chef du gouvernement. Par exemple, le chef du gouvernement. Sur base de quoi le programme du gouvernement est bénéficiaire au peuple? Vous allez entendre, on vient de présenter à l'Assemblée nationale le programme du gouvernement. Ce gouvernement tire sa légitimité d'où? Pourquoi est-ce que je pose la question? Si vous êtes président de la République, ou vous êtes candidat président de la République, chef du gouvernement et chef de l'État, lorsque vous allez aux élections, vous présentez un programme. Dans le secteur des hydrocarbures, je ferai ceci. Dans le secteur de la jeunesse, je vais faire ça. Dans le secteur de l'emploi, de l'électricité, du social et même des infrastructures, vous présentez un programme. L'autre candidat X présente également un programme et ce programme est vulgarisé par l'équipe de campagne. Et le peuple lit le programme, adhère au programme et choisit un candidat. Et lorsque le candidat choisi, il arrive au pouvoir, il applique le programme qu'il a eu à proposer aux élections. Et dans ce cadre-là, chacun est responsable du choix du candidat. Si vous avez choisi un candidat qui part sur, je prends l'exemple A, c'est très simple, sur un programme où le riche paye pour le pauvre. C'est-à-dire, si nous devons taxer peut-être ma campagne, les maisons à tel niveau paieront double la taxe et au niveau de Kisensu, les peuples paieront peut-être moins. Ou vous choisissez un candidat qui dit, bon, tout le monde paiera $2. Chacun sera responsable de l'applicabilité du choix qu'il a eu à faire qui viendra au pouvoir. Et lorsque la majorité passe au pouvoir, il applique ce programme, cela est bénéfique pour le peuple. Mais si nous sommes dans une constitution où vous ne connaissez même pas qui viendra appliquer un programme qui va vous permettre, vous, de pouvoir gagner dans tel secteur et qu'il faut attendre l'Assemblée nationale, mais vous voyez l'incertitude. Alors qu'au départ, avec un programme où le président de la République et le chef de gouvernement, vous savez déjà à quoi vous attendre. Et lorsqu'il n'applique pas le programme, le peuple peut le sanctionner et le peuple peut demander même sa démission. Alors, président Sylvestre Danso Makambo, oui. la question non seulement de changement de constitution, mais aussi la question liée justement aux accords qui ont été signés. Aujourd'hui, ça va faire plus d'une année qu'on a été à Washington. On a parlé de la garantie des États-Unis d'Amérique, du président Trump. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de solution. Est-ce que l'État congolais avait raison d'aller à Washington signer avec les Américains et les Rwandais? Mais vous savez, il n'y a pas que la paix de paix. Il y a aussi l'accord de paix, il y a aussi l'accord sur les minerais stratégiques. Donc tout un processus est en train d'être mis en place pour pouvoir évoluer dans ce secteur. Et là, ce n'est pas une question du gouvernement ou des États-Unis, mais c'est de la volonté politique. Et nous pensons que le peuple que nous sommes, souhaitons que demain ou après-demain,
ces accords puissent être mis en puisque place. Puisque nous avons signé avec le Rwanda, le même Rwanda refuse de partir. Oui. Aujourd'hui, le dialogue, pour certains, va pousser finalement ces Congolais qui sont là de déposer les armes, de se désolidariser avec le Rwandais. Est-ce que finalement cet accord avec le Rwandais a-t-il été important d'être signé? Nous sommes des voisins. Et même dans 1000 ans, nous serons toujours des voisins avec le Rwanda. Toute initiative pour pérenniser la paix est toujours bien. Mais il y a toujours un constat. Lorsque vous allez avec la paix, avec des accords, et que le voisin ou le partenaire refuse d'aller dans ce sens, il y a des responsabilités qui sont tirées. Et ces accords ont été signés en conformité du droit international. Et je sais que si le Rwanda ne les applique pas, il y aura des conséquences. Et d'ailleurs, même bientôt, d'ici là, il y avait eu quelques sanctions. Ce sont les résultats des accords qui ont été signés. Donc le droit international est large et complexe. Mais aussi, après, nous voyons que le droit, la justice, finit toujours par avoir raison. Alors on est en train de citer, Monsieur le Président, quel est l'impact à long terme que peut avoir ce dialogue d'après vous sur notamment la question de la crise sécuritaire dans l'Est? Quel est l'impact à long terme? Non, d'abord, c'est la cohésion. C'est la cohésion nationale et que les filles et fils du Congo puissent comprendre, s'exprimer autour des différends qui les opposent. Et de cette conclusion naîtra une paix définitive souhaitée pour notre nation. C'est ça même l'objectif du dialogue. Le dialogue à lui seul suffit pour que vraiment la paix règne dans l'Est? La paix... Quand on sait que les rebelles eux-mêmes disent que ça ne regarde pas cette histoire du dialogue. Mais pour l'instant, ils ne sont pas invités. Et quand ils seront invités, nous allons prendre acte de la décision officielle qui donneront à l'invitation que la haute autorité ou la République pourrait les adresser. Et si, sur base de ça, l'on propose la paix et que vous refusez la paix, s'il faut faire la guerre pour gagner la paix, c'est une voie également. Et la République en a les moyens. Mais pour l'instant, le pays appelle ses filles, ses fils autour d'une table pour parler paix, développement et réussite pour notre nation. Alors, ça sera avec l'opposition. Elle est toujours opposition et à péter, comme le disait Monsieur le Président, ou aujourd'hui, vous changez de langage. Est-ce qu'elle ne nous fait pas peur actuellement, là? Non, d'abord, l'opposition ne peut inquiéter personne parce que la force reste à la loi. Et la seule institution qui pourrait faire peur aux Congolais, c'est l'État. L'opposition ne détient pas la machine. La machine de l'État, elle est détenue par la majorité présidentielle. Mais au-dessus de l'orgueil politique ou encore même de la force matérialiste ou du kratos du peuple, nous pensons que la paix n'a pas de poids. Et si les opposants, qui sont les fils du pays, et le pouvoir peuvent s'unir pour le développement de notre nation, c'est tout ce que le peuple demande. Sylvestre Dangnossi dispose d'un profil idéal pour devenir ministre. Diriez-vous oui si le président portait son choix sur vous? Parce que vous avez la compétence, vous avez la matière juridique, vous connaissez l'État congolais. Ma petite personne ne pourra faire face ou ne peut désister à la volonté du garant des institutions de notre nation. Ce serait un devoir si le président de la République pense ou penserait qu'un des concitoyens congolais pourrait avoir telle responsabilité dans tel secteur. Je pense que c'est un devoir, une responsabilité pour que ce dernier puisse servir la nation avec loyauté et intégrité. Alors votre dernier mot, alors qu'on est en train de chuter, votre dernier mot? Bon, le dernier mot, c'est que je souhaite à ce que le pays puisse être unifié à nouveau et que les zones occupées puissent retrouver leur liberté et adresser un message de compassion au peuple du nord et du sud Kivu, qu'ils sachent que les autres fils du Congo souffrent également de leur occupation et qu'avec la volonté du Tout-Puissant et les actions diplomatiques du chef de l'État et la volonté populaire de l'État,
la paix reviendra en République démocratique du Congo. Ça sera là votre dernier mot. La paix reviendra en République démocratique du Congo. Monsieur le Président, de l'amour du prochain de la patrie Congo, c'est bien écrit là devant nous, APPC, ce regroupement politique de la majorité présidentielle. Monsieur le Président, merci de nous avoir accordé cette interview. Je dis également merci à Monsieur Dan. Merci beaucoup. Voilà qui me fait à cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis partout dans le monde. Les programmes continuent sur votre chaîne.